Son Babil. Une nouvelle par Éric Weber. La vraie musique est entre les notes. Wolfgang Amadeus Mozart. Je hais la guerre, mais j'aime ceux qui l'ont faite. Roland d'Orgelès. Une intonation plus forte que les autres l'a tiré de son sommeil. Après quelques secondes d'hésitation, Albert se reprend vite. Le rapide froufrou de blouse d'une infirmière pressée confirme sa première pensée. Je suis toujours à l'hôpital. L'hôpital de campagne d'Arnec, dans le nord de la France, à quelques kilomètres du front belge où se tient sa batterie d'artillerie. C'est la fin de l'après-midi, à en juger par le rai de soleil oblique qui balaye le mur d'en face. Le seul qu'il peut apercevoir, puisqu'il lui est impossible de tourner la tête, ne serait-ce que de quelques degrés, en raison de ses blessures au bassin et à la poitrine. Fichu obus de 10,5 allemand. Plusieurs jours déjà, a alterné phase de sommeil et phase de réveil, un épais bandage emmailloté tout autour du crâne. Une mince ouverture pour ses yeux à demi clos, mais par chance, les oreilles entièrement dégagées. De quoi percevoir ainsi les murmures continus mêlés de râles qui emplissent la haute salle aux faux airs de transept laïque. C'est l'heure des visites. Elles ne sont pas encore terminées. Il reconnaît la voix, sa voix, une voix de mère aux cheveux de son fils. Lucien, son voisin de lit. Vive et preste, le manteau jeté au débeauté sur le giron de sa chaise, la mère parle, 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 parle. Son doux babil berce Albert avec langueur, l'exact opposé du funeste barouf, des coups sourds du mortier et de sa bouche fumante. « Tout va bien, mon amour ? Tu n'as besoin de rien ? » ?»« Tout va bien, petite maman. Ne t'inquiète pas. » Réveillé depuis quelques jours, le fils va mieux. Bien que vigoureux de constitution, le jeune soldat a marqué le coup dès son arrivée. Resté prostré de longues journées, il n'était qu'une ombre ensommeillée. Puis il s'est repris, la tête en premier, dont les yeux clairs témoignaient d'un esprit avivé. Le corps ensuite, vite remis d'aplomb par la grâce de ses 18 ans, en dépit de douleurs chroniques aux genoux qui ne disparaîtront jamais tout à fait. Il ne dort désormais plus que la nuit et a manifestement repris du poil de la bête, allant jusqu'à se déplacer dans le hall et errer entre les ruelles des lits, et même jusqu'à quémander du rap de rata dans les cuisines, où les sœurs dévouées le reçoivent avec joie, les plus jeunes plus encore que leurs aînés. Un rétablissement spectaculaire au dire des officiers médecins. La voix de sa mère s'en trouve allégée, son débit accéléré, rompu toutefois par de furtifs silences d'observation, adressés au fils, aux sœurs, aux autres lits, dont aussi celui d'Albert, à moins qu'il ne s'agisse d'une impression. Depuis des jours, des semaines peut-être, Albert écoute cette mère parler à son fils, sans jamais vraiment la voir. Car, assise, elle ne lui présente que son dos, revêtu le plus souvent d'un long manteau trop grand pour elle, quand ce dernier ne gît pas pantelant au bas de ses reins comme c'est le cas aujourd'hui. Un manteau d'hiver, en cette fin de printemps, ce début d'été presque. Parfois, quand elle tourne un peu la tête, il aperçoit son profil perdu qui lui rappelle celui exécuté par un peintre lorrain
dont il avait maintes fois admiré la reproduction dans un almanach du grand messager boiteux de Strasbourg. Une beauté, ce portrait. La mère. La mère est restée belle femme, portant jeune son milieu de vie, qu'il s'agisse de sa silhouette fine ou de ses allures juvéniles. Mais une mère avant tout. Une mère surtout. Une mère qui noie son fils dans un flot de paroles, un torrent de mots, un océan d'expressions. Lui raconte avec frénésie la vie à la maison. Leur vie sans lui, à tous les deux, elle et son mari. Leur vie sans vie. Une vie par procuration de celle de leurs autres fils, enrégimentés comme Albert, à 100 lieues de leur foyer franc-comtois. La mort qui rôde, la mort qui plane, la mort annoncée, la mort énoncée au village, à l'heure où le facteur en uniforme apporte les funestes missives officielles aux mots froids, administratifs et convenus. Mais aurait-il pu en être autrement ? Les jours de deuil fiers, embrumés par l'honneur, quand les mots France et patrie sonnent faux. Les jours de fête aussi, tristes fêtes, marqués par l'absence de l'un, de l'autre, les petits riens qui font tout, les illusions qui sombrent, les rêves qui résistent et surnagent. Sans écouter le contenu des phrases, sans prêter la moindre attention au sens des mots qui caracolent de plus belle et s'écoulent en cascades fracturées et mélodieuses à la fois, Albert se berce de la musique de cette femme, un doux miel à ses tympans. Il s'y accroche pour ne pas sombrer plus avant dans les phases de coma qui le happent de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps. Tour à tour graves et lentes, vives et sonores, entravées de larmes, détonnantes de rire, il se délecte de ces intonations captées à des lèvres qu'il ne verra sans doute jamais, mais dont il devine la douceur et le dessein et qui le maintiennent en vie, l'empêchant de basculer dans le Styx dont la traversée lui est bientôt promise. En sa présence, il s'y accroche à chaque seconde, sans en perdre la moindre nuance. Quand elle n'y est pas, il fait jouer dans sa tête l'orchestre de ces 1000 mots, seul à pouvoir empêcher le nocher de se frayer un passage jusqu'à lui pour l'emmener dans sa barque. La nuit passe, silencieuse, seulement troublée de temps à autre par des cris angoissants en provenance des lits de camp, que les quelques tentures, disposées çà et là, ne savaient amortir. Des beuglements pathétiques, des soupirs haletants. Une fois même, un entêtant rire sarcastique que les bonnes sœurs peinèrent à faire cesser seules, recourant à l'aide de 2 brancardiers rompus à l'exercice. Le matin naissant apportera son lot de bruits rituels et rassurants, de rideaux qu'on ouvre avec bonne humeur, de bols fumants, de couverts qui s'entrechoquent, les visites des médecins, des officiers parfois, souvent aussi, hélas, les frottements feutrés d'un corps qu'on emporte, dans ce qui se veut être le plus grand silence, mais dont chaque malade entend l'écho de la vie qui s'enfuit. Le cauchemar est fini, maman, je sors aujourd'hui. Aujourd'hui? Oh, mon amour, aujourd'hui. La mère se précipite pour embrasser son fils, l'étreint de toutes ses forces. Maman, proteste Lucien mollement, plus amusé que gêné par ces effusions. Dès le premier mot, Albert a ouvert l'œil, étendu l'oreille. Pour lui, le rêve s'achève, le cauchemar commence. A-t-il bien compris ? Malheureusement oui, d'après ce qu'il arrivera à glaner auprès des sœurs infirmières,
venu confirmer l'heureuse nouvelle à la mère de Lucien. Il ne l'entendra plus jamais. Évanouit la musique de sa voix, les notes de ses mots, les parfums de ses vocalises. Ses tempos variés, des moderato rassurants au presto frénétique, en passant par les joyeux allegro. Son andante gracioso, cher à Mozart, pas de plus belle partition. Les ondes divines des mouvements de sa langue. Lucien parti, elle ne reviendra plus. Envolé son exquis gazouillis, disparu ce fluide de vie, cette flamme inextinguible, perdu à jamais, le baume apaisant glané au souffle de ses lèvres, capté à l'élan venu du plus profond de ses entrailles, puisé à l'absolu de son âme. C'est avec ces mots à elle qu'il cousait sa vie, la fin de sa vie, sa pauvre vie. À moitié euthanasié par ces sombres perspectives, Albert ferme les yeux. Il tente de garder les oreilles grandes ouvertes, mais le coma entreprend à nouveau son office pluriquotidien, petit à petit, lentement, sûrement. De noirs souvenirs l'assaillent. Tout avait pourtant si bien commencé. À quoi bon vivre, survivre? Denise ne sera jamais sa Denise. C'est aussi pour ça qu'il en est là aujourd'hui. Cette fameuse permission au pays, tant et tant attendue, au cours de laquelle il lui a brusquement déclaré sa flamme, tout de go, fougueusement, de façon abrupte, pourrait-on dire, naïvement, pourrait-on penser. Oh, elle s'est montrée gentille, elle a toujours été si gentille. Aucun non n'est sorti de sa bouche, si joliment dessiné. Aucun geste de refus n'est apparu. Seulement, ses mains, sa silhouette, tout son corps ont tremblé. Certes, imperceptiblement. Albert a compris. Pour lui, c'était flagrant. Impossible d'insister plus, au risque de la blesser, ce qu'il n'aurait voulu faire pour rien au monde. Alors quitter les lieux au plus vite, abréger ce moment, écourter cette permission, retrouver le régiment sans délai. Ainsi fit-il. Et quand son lieutenant s'étonna de sa volonté de participer au tir du lendemain, tout juste revenu de permission, il répondit crânement au plus fort de son désappointement. « C'est pour la France, monsieur. » À plusieurs reprises, une sorte de songe ensorcelant était venu hanter Albert quand il s'enfonçait dans ces nuits diurnes et nocturnes. Celle d'un château fantastique, tout de coraux lumineux bâtis, aux dimensions gargantuesques et lourdes de décorations fantasmagoriques. Une demeure incroyable, dont il avait entrepris la construction après le refus de Denise. Il l'avait créée pour elle, une façon de braver tout à la fois gravitation universelle, l'asile au cœur et providence fatidique. Un vrai cauchemar pour finir, car dans ce songe qui le visitait, cet édifice merveilleux qu'il avait érigé de ses propres mains, de ses tripes et de son cœur, et qu'il offrait à Denise avec candeur des années après son refus de vie commune, ce palais de rêve, elle le refusait tout net, comme elle avait refusé son amour. Soudain, le front de la mère se plisse. Le bord de ses lèvres se met à trembler. Sa belle humeur s'assombrit. D'un geste preste, elle se tourne vers le lit d'Albert, à qui elle fait face pour la première fois. Elle ressent la détresse qui l'habite au plus profond de son être. Et tandis que Lucien plaisante avec les sœurs infirmières, elle tente de communiquer par ses yeux avec les yeux d'Albert. Sans succès, en apparence tout du moins. Elle ne peut être certaine d'avoir réussi à établir un lien, mais tout ce qu'elle ressent au fond de ses entrailles la porte à le croire.
Un échange furtif mais appuyé, alors qu'un des yeux d'Albert paraissait ne pas être encore tout à fait fermé. Un enregistrement mutuel de leurs regards. C'est ce qui la tiendra, les nombreuses fois où elle pensera à lui, dans sa longue vie à venir. Tandis que sa vie à lui s'achèvera jeune, à ce moment exact où ils auront pu se regarder face à face. Il mourra heureux, avec la vision de ces lèvres qu'il avait tant écoutées et dont il avait tant aimé le babil enivrant.